Vous êtes candidat aux prochaines élections? Venez et vendez votre image au rendez-vous électoral. Candidat président de la République, sénateurs, gouverneurs, députés nationaux et provinciaux, maires des villes et bourgmestres, venez nous dire pourquoi compter sur vous. Rendez-vous électoral, rendez-vous des débats, rendez-vous d'analyse avec les experts sur la question électorale. Rendez-vous électoral, venez et convainquez votre électorat sur C24+. Salut madame, messieurs, et merci de nous retrouver sur C24+ pour ce numéro de rendez-vous électoral. Alors, le processus électoral en République démocratique du Congo a franchi l'une des plus importantes étapes. Il s'agit de la réception des candidatures pour les législatives nationales d'abord, mais aussi très bientôt les législatives provinciales. Alors, quelle chance accorder à ces processus électoraux? Quelle analyse faire de ce dernier? L'opposition, pendant ce temps, est en train de camper sur ses positions, sur ses préalables avant d'aller aux élections. Est-ce qu'il y a possibilité, y a-t-il espoir d'avoir un processus électoral inclusif, crédible et apaisé? Alors, pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans un plateau électoral Nicolas Mbiya. Il est militant de la Lucha, mouvement pro-démocratie, lutte pour le changement. Il est déjà avec nous dans ce studio ou sur ce plateau. Nicolas Mbiya, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Marc, merci beaucoup de me recevoir. Alors, tout de suite, Nicolas, nous allons devoir parler d'abord de ce que vous avez appris, ce que vous avez comme analyse à faire sur ce processus électoral. Quand vous avez appris que le gouvernement était vraiment déterminé à pouvoir faire ces élections dans le délai constitutionnel, quel était votre premier sentiment? Après tout, organiser le processus électoral et tenir les délais, c'est une obligation qui s'impose à tout le monde. Et voir le gouvernement se mobiliser, ça reste un discours politique. Mais en soi, quand on y va un peu plus loin, on trouve que les engagements du gouvernement ou carrément de la Commission électorale nationale indépendante étaient teintés en fait d'un certain nombre de préalables. Les préalables, si on les analyse de plus près, on trouve que c'était des préalables du genre à ne pas rassurer vraiment tout le monde. Et aussi, qui pouvait amener à ce qu'on ne tienne pas les délais, c'est notamment les préalables du point de vue financier, parce qu'il fallait justement de l'argent, et les préalables techniques aussi, vu la couverture territoriale. Le pays est tellement vaste, comment les couvrir? Je vois ces préalables se posaient également dans un contexte où l'un des grands partenaires de la République démocratique du Congo, qui a appuyé le précédent processus électoraux, en l'occurrence la MONUSCO, était en train justement de réduire ses effectifs, mais il y avait aussi des préalables sécuritaires. On sait que la situation sécuritaire dans la partie Est reste préoccupante, et du coup, on se pose beaucoup de questions sur ces discours et ces assurances du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas forcément un discours politique? Est-ce que ça va sûrement rassurer un processus électoral inclusif, apaisé et démocratique? Les questions restent sûrement pendantes et il faut devoir trouver des réponses jusqu'à maintenant. Alors, pendant ce temps, nous rappelons que tout au début, l'opposition avait déjà commencé à crier à une sorte d'élargissement du mandat, à une prolongation du mandat et à ce manque de volonté de pouvoir organiser les élections. Là, c'était au début, avant que le calendrier ne sorte, avant que quoi que ce soit ne soit fait, mais aussitôt que vous avez vu cet engagement du gouvernement et surtout la publication du calendrier électoral. Comment vous vous êtes senti? Je crois que c'était justement pour calmer les ardeurs. Il fallait calmer les ardeurs dans un contexte où les esprits s'échauffaient déjà. Et aussi, il fallait calmer justement l'opposition qui commençait à monter au créneau, et aussi la société civile, voire l'Église catholique qui commençait à crier déjà à la tricherie. Bon, après tout, je crois qu'on sort quand même d'un processus électoral particulier et le contexte n'est pas trop différent en fait du processus électoral précédent. Parce que déjà, lorsqu'on a vu le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante, en annexe, il y avait une panoplie en fait de préalables.
Et ces préalables faisaient peur parce qu'on a vu également dans le passé Corneille Nangaa publier un calendrier électoral, mais aussi avec une panoplie de préalables qui faisaient craindre la non-tenue des élections en fait, dans les délais. Et du coup, ce que le gouvernement a fait, je crois que c'était pour calmer les ardeurs. Mais les questions fondamentales n'étaient pas en fait touchées. Et aussi, le président Tshisekedi n'a fait qu'hériter en fait un processus électoral qui était d'une certaine manière conçu dans un cadre électoral. Donc je parle en fait de l'arsenal juridique qui régule en fait les processus électoraux, qui n'a pas trop changé, qui reste en fait tel quel, comme on l'a vécu sous Joseph Kabila. Donc il y a sûrement des préoccupations qui sont légitimes pour certains, mais on comprend aussi que les autres pensent autrement et qu'ils continuent à pousser sur ces discours moralisateurs du genre on va tenir les élections dans les délais. Discours moralisateur, discours politique, mais tout de même, le gouvernement a su tenir l'une de ses promesses. Ça veut dire permettre à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir tenir ces élections. Et du coup, nous avons vu le calendrier électoral être publié jusqu'à l'enrôlement des électeurs et tout. Aujourd'hui, l'opposition a dû organiser même une marche et plusieurs autres manifestations avec sit-in, exemple. Comment vous avez analysé ces différentes manifestations de l'opposition qui avaient autant de préalables à exiger pour la tenue de ces scrutins? Je crois que nous restons en fait en démocratie, ça c'est évident. Et en démocratie, il y a des voies par lesquelles les gens qui ont un certain mécontentement peuvent l'exprimer. Mais après tout, il faut aller au-delà en fait de ces jeux démocratiques de manifester et questionner la responsabilité de l'opposition dans ce qu'il essayait en fait de remettre en cause. Il faut rappeler que l'opposition, notamment le camp de Moïse Katumbi, qui a siégé à un certain moment au gouvernement ou qui a siégé carrément dans l'Union sacrée, et non seulement lui, il y a eu également Sesanga qui était proche du pouvoir avant de prendre en fait son recul. Ils ont joué en fait un rôle à conforter en fait ces régimes dans ce qu'ils désapprouvent aujourd'hui. Ils désapprouvent des choses qu'ils ont réussi à construire de manière politique et aujourd'hui en fait ils se mettent en retrait. Et ça, moi je crois que en quelque sorte, c'est comme s'ils veulent quelque chose de son contraire, où ils montent les enchères, je ne sais pas pour quel agenda, mais le jeu qu'ils sont en train de jouer, je crois que l'opposition joue un jeu qui, en fait, prête confusion à ces jours. Pensez-vous que l'opposition ne veut pas aller aux élections, avec tout ce qu'elle est en train d'organiser aujourd'hui? Mais en fait, lorsqu'on regarde le préalable de l'opposition qui appelle notamment à refaire la Commission électorale nationale indépendante, à refaire la Cour constitutionnelle, qu'une partie de cette opposition a contribué à mettre en place dans le cadre de l'Union sacrée, moi, je me pose beaucoup de questions. Je me pose la question sur réellement les réelles intentions en fait, de l'opposition d'aller au processus électoral. Mais je crois que ça reste des préoccupations qui sont légitimes pour eux et qui doivent, d'une certaine manière, être scrutées de plus près si on veut vraiment rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral. Et cela prendra combien de temps s'il faut rassurer toutes les parties prenantes, alors qu'aujourd'hui, on en est déjà à l'étape de la réception et le traitement des candidatures? Je crois que la machine est déjà lancée et c'est là aussi ce qui nous amène sur un terrain totalement paradoxal parce que il sera aujourd'hui difficile de concilier entre les ardeurs de l'opposition ou les revendications de la société civile aussi et concilier ça avec les délais constitutionnels parce que si aujourd'hui on se met en fait à travailler sur le préalable de l'opposition ou carrément les revendications de l'opposition, je crois qu'il y a possibilité de glisser et d'amener au dialogue. Et ça, je crois que c'est ce qu'une certaine opposition voudrait justement avoir parce que on sait tous comment ça finit. Et ça finit, la coalition, ou plutôt la cohabitation va être sûrement très difficile parce que nous sommes dans un contexte de tension. Mais lorsqu'il y a les billets verts, je crois que ça va apaiser certains qui vont entrer au gouvernement, qui vont continuer à bénéficier en fait
de l'argent du trésor public, comme d'habitude, en fait, on va être dans un cercle vicieux. Moi, j'aurais aimé, ça c'est mon point de vue, j'aurais aimé en fait voir l'opposition se mobiliser bien avant. Je le disais également pour la Cinco et l'Église protestante. Dès le départ, j'avais vu des gens se mettre dans une posture de lancer les compteurs. Donc, ils lancent les comptes à rebours et commencent à dire on n'aime pas les glissements, mais dans l'entretemps, on ne fait rien. Et moi, je me disais, si aujourd'hui la société civile et l'opposition avaient réussi à travailler, parce que les contextes dans lesquels nous sommes, où l'espace politique n'est pas vraiment scruté comme à l'époque de Kabila, on pouvait profiter en fait de la présomption positive que bénéficie Tshisekedi pour lui dire, bon, monsieur le président, organisez les choses, ayons un dialogue autour de la question électorale uniquement. Je l'avais proposé à l'époque pour qu'on discute d'abord sur les réformes qu'il fallait en fait entériner et deuxièmement qu'on discute sur la manière dont les élections vont être tenues. Mais à l'époque, personne n'était intéressé et les gens se réveillent en fait à la veille du processus électoral et ça en fait ça questionne réellement les intentions qu'a l'opposition. Est-ce qu'on veut vraiment aller aux élections ou on ne veut pas aujourd'hui se rendre à l'évidence qu'on a commis, qu'on a été négligent dès le départ pour surgir à la dernière minute. Nicolas Mbiya, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs préalables que l'opposition pose, mais entre guillemets, il y a cette revendication qui est de refaire, de réauditer le fichier électoral et pensant par là que le fichier électoral en cours n'inspire pas confiance. Est-ce que vous êtes du même avis dans la mesure où c'est ce fichier électoral qui doit permettre, n'est-ce pas, à tout candidat qui se lance dans la course d'être précis s'il va remporter ou pas dans sa circonscription électorale. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que ce fichier électoral n'inspire pas confiance? Alors, pour comprendre les revendications de l'opposition aujourd'hui, il faut remonter un peu plus loin pour se rendre à l'évidence que dans le processus du choix du président de la commission électorale, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu un discours manipulateur, il y a eu une certaine idée de vouloir faire passer dans l'opinion qu'il y a une certaine frange de la société civile en termes de confession religieuse qui avait une certaine légitimité de pouvoir imposer son candidat et il n'y avait que son candidat qui pouvait en fait passer. Et lorsque le candidat qui est là, qui est bien évidemment controversé dès en fait cette période-là, du coup, on avait en fait réussi à vendre une image d'un candidat de l'obédience de Tshisekedi qui n'inspirait pas confiance justement. Et aujourd'hui, ce qui pose question, ce n'est pas forcément cette question du fichier électoral. Ce qui pose question, c'est la personne qui dirige la commission électorale. C'est ce que l'opposition... D'ailleurs, si vous entendez en fait dans les revendications de l'opposition, elle est claire. Elle dit qu'il faut aujourd'hui refaire la commission électorale nationale indépendante. Donc aujourd'hui, même si on auditait ces fichiers électoraux par un cabinet international comme il les réclame, oui. Et aussi, faudrait-il encore questionner la légalité de ce qu'ils sont en train en fait, de demander ou si cela relève d'un exercice de transparence tout simplement ou d'une exigence en fait légale. Mais en fait, même si aujourd'hui on mettait en fait un autre cabinet international comme il les demande là-dessus, ils vont toujours continuer en fait à multiplier des revendications. Donc on est dans un jeu politique où il faut continuer à jouer en fait à la victimisation à l'approche du processus électoral pour justement tirer les points et plus tard légitimer en fait les revendications d'une éventuelle tricherie. Alors qu'on ne veut pas aujourd'hui travailler là-dessus pour contrer efficacement cette tricherie potentielle ou présumée. D'ailleurs, s'il faut revenir un peu, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, dans l'une de ses interventions, a clairement dit qu'il ne faudra pas les juger au regard de sa proximité, au regard de son appartenance ethnico-tribalo-régionale, mais plutôt il faudra voir le travail qu'il a bas sur terrain. Est-ce
qu'il a promis d'organiser les élections. Oui, est-ce que ces élections, est-ce qu'il montre de la volonté dans la pratique pour que ces élections aient lieu? Je crois que c'est pratiquement dans ces cadres-là qu'il a dû même convoquer ces concertations avec les différentes parties prenantes, notamment l'opposition qui a été reçue. Nicolas Mbia, vous allez vous rappeler que c'était à l'hôtel du Fleuve que Matata Pogno Mapon, Moïse Katumbi, représenté par son secrétaire général Bolenge Tengue, ainsi que Martin Fayoulou, sans oublier Delis Sanga, ont été invités. Alors, cette démarche-là que le président de la CENI avait amorcée, comment vous l'avez jugée? Comment vous l'avez trouvée? Est-ce une démarche visant simplement à montrer à la face du monde qu'il avait la volonté, ou c'était vraiment une démarche qui voulait remettre tout le monde sur le rail et permettre à ce que le processus puisse continuer? D'abord, j'aimerais placer un mot sur le préjugé qu'il y a parce que lorsque il y a des préjugés, ça fausse le jugement rationnel. Et si en fait on prend le temps de juger le président de la Commission électorale nationale indépendante, pas sur le travail qu'il est en train de faire, mais plutôt sur ses origines tribales, je crois que ça fausse toute la rationalité qui doit exister dans l'analyse en fait des faits sociaux. Mais pour revenir à ce que le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait en convoquant en fait les ténors de l'opposition, je crois qu'il faut maintenir les dialogues. C'est ce qui peut aujourd'hui faire évoluer la question. Parce que si on reste chacun dans son camp, on ne s'entend pas. À la fin, je crois qu'on ne réussira pas en fait à faire quelque chose d'intéressant. Et aussi, moi, je l'avais proposé dès le départ qu'il fallait avoir ces dialogues purement sur la question électorale. Mais aujourd'hui, c'est un dialogue qui s'est fait justement entre les parties prenantes et la commission électorale. C'est quelque chose qui doit être justement encouragé. Mais en fait, à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est que l'opposition a des revendications que la Commission électorale nationale indépendante ne peut pas satisfaire tout de suite. Et du coup, ça bloque. Et là, il faudrait qu'on puisse revoir en fait parce que quand on va en fait dans une négociation, on ne s'attend pas à obtenir tout, mais on s'attend en fait à avoir l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, à mon avis, l'opposition a déjà échoué en fait de l'avoir parce que l'opposition s'est réveillée, a créé en fait cette coalition très tardivement, alors que la question électorale nécessitait en fait d'intéresser l'opposition au lendemain même de la prise des fonctions du président de la République. Alors, est-ce que vous pensez que les opposants sont extrémistes en exigeant à tout prix qu'on puisse réauditer le fichier électoral, en posant ce préalable, par exemple? Je ne dirais pas qu'ils sont des extrémistes, mais je dirais qu'ils sont à l'extrême, ce qu'il ne faut pas justement assimiler avec l'extrémisme. Ils sont à l'extrême parce qu'ils posent des conditions qui, aujourd'hui, si on veut les satisfaire, ça va en fait amener à ce qu'il y ait un glissement. Et lorsqu'il y a un glissement, il y a ceux qui pensent qu'il y a une transition sans Tshisekedi qui doit justement en fait être adopté comme un mode alternatif de gouvernance, et il y a d'autres qui pensent qu'il faut en fait un dialogue pour se partager les pouvoirs. Et là, on revient où? On revient à la case de départ où on a vu Joseph Kabila en fait passer tout son temps en fait à calmer les ardeurs de l'opposition en ayant le gouvernement Badibanga, le gouvernement Tchibala, ainsi de suite. Et au final, c'est la population qui avait perdu. Donc, à mon humble avis, je crois que aujourd'hui, les revendications extrêmes que l'opposition est en train de brandir aujourd'hui sont de nature en fait à bloquer en soi les processus électoraux. Ce qui doit être fait aujourd'hui, parce que l'opposition a été négligente dès le départ, c'est travailler sur une stratégie de pouvoir contrer en fait une éventuelle tricherie. Donc ça veut dire faire une coalition électorale qui permet à l'opposition aujourd'hui de déployer dans tous les bureaux de vote et des témoins, parce que déjà eux ils ont des témoins qui peuvent aller jusqu'à signer en fait sur les PV en fait du bureau de vote, contrairement en fait aux observateurs qui n'ont pas en fait cette qualité-là. Donc eux ils vont avoir les gens qui vont sûrement signer sur ces documents, et au soir du processus électoral, ils auront en fait réussi en fait à compiler tous les résultats pour justement
présenter, en fait, devant la Cour constitutionnelle au cas où il y aurait une tricherie. C'est ce que l'opposition doit faire à ce stade. Parce que revenir à des revendications extrêmes, je crois que ça amènera en fait à une cohabitation qui va tenir dans un cadre purement politique et qui ne va pas en fait satisfaire aux revendications de la population. Voilà, plateau électoral, madame, messieurs, vous suivez ce magazine sur C24+, un magazine qui offre la possibilité à tous les candidats qui sont, n'est-ce pas, dans la course de pouvoir présenter en fait leur cursus, de présenter leur profil. Il faudra qu'ils aient ces discours à présenter à leur base. Le moment venu, bien évidemment, mais pour l'instant, nous recevons les différents analystes avec qui nous débattons de la question électorale. Vous êtes également candidat, venez, dites-nous en principe ce que vous allez faire une fois élu, parce que c'est pas le moment de venir tromper encore la population comme nous l'avons connu depuis des années. Vous amenez des discours purement démagogiques et au finish, quand vous êtes déjà assis dans ces fauteuils, dans ce palais, en train de suivre les différentes plénières, vous ne prenez pas parole et en principe vous ne parlez pas au nom de cette même population. Venez d'abord nous dire ici sur ce plateau électoral ce que vous allez faire pour la population. Ici, nous recevons Nicolas Mbia. Il est militant du mouvement pro-démocratie, lutte pour le changement, Lucha, comme vous le savez, c'est un mouvement qui milite depuis des années pour certaines revendications purement, les revendications sociales. Et aujourd'hui, sur la question électorale, nous l'invitons pour échanger et débattre avec nous s'il y a lieu d'avoir un processus électoral apaisé ou un processus électoral libre et inclusif. Alors, Nicolas Mbia, il y a un autre problème, c'était l'invitation du président, de l'ancien président, du président honoraire Joseph Kabila par la CENI. C'était l'une des grandes figures qui devrait être reçue. L'information a dû être distillée sur la toile. Et du coup, c'était des réactions dans le camp du FCC qui disaient non, on ne pouvait pas recevoir Joseph Kabila par le président de la CENI. Et vous, quand vous avez suivi, est-ce que vous êtes représenté une certaine opposition farouche déjà qui s'installait face à Tshisekedi ou face à Denis Kadima? Ben, je suivi la question et il y a justement le FCC qui pense que la Commission électorale nationale indépendante est en quête d'une légitimité et elle voulait avoir Joseph Kabila dans cette optique-là. Mais moi, je vois les choses d'une manière très différente parce que je crois que autour de la question électorale, c'est une question vraiment controversée et qui divise beaucoup. Il faudrait en fait adopter une attitude de dialogue entre parties prenantes et ça, c'est très encourageant parce que ça va faire avancer les agendas des uns des autres. Mais après tout, je crois que le FCC est libre aujourd'hui d'accepter ou de refuser carrément de rencontrer le président de la Commission électorale nationale indépendante, même si, à mon avis, j'aurais aimé que le FCC cesse aujourd'hui d'avoir des revendications sur la place publique, dans les médias et sur les réseaux sociaux, plutôt les apporter vers le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui ne pourrait pas être informé de toutes les émissions qu'ils organisent dans des médias ou de tous les tweets qu'ils font, et qui pourrait, à ces niveaux-là, essayer d'intégrer les revendications dans le processus électoral. C'est très important. Mais vous avez plusieurs fois évoqué le cas du dialogue. Vous avez parlé du maintien du dialogue. Depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant, vous ne faites qu'en revenir sur la question du dialogue qui doit être maintenu entre les différentes parties prenantes pour garantir un processus électoral apaisé. Est-ce que vous pouvez nous citer aujourd'hui un pays, des grandes ou des vieilles démocraties, comme on le dit, qui a déjà organisé un processus électoral sans revendication, sans contestation? La question électorale, c'est une question très sensible qui divise. Et je sais pourquoi j'insiste sur le dialogue. Ce n'est pas un dialogue politique. C'est un dialogue entre la commission électorale et les parties prenantes parce que aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Il faut l'admettre. Nous sommes en train nous sommes en train de vouloir participer à un processus électoral qui porte les germes conflictogènes en son sein.
Et pour prévenir en fait tout ça, les débordements et autres, il est extrêmement important que les acteurs se rencontrent et se parlent pour baisser la tension et rassurer les parties prenantes, même si on ne pourrait pas en fait rassurer tout le monde. Est-ce que baisser la tension, ça veut dire éviter des conflits, éviter des contestations? Les contestations, je crois que les contestations en termes des élections, elles sont légales. Elles sont légales, pourquoi? Parce qu'il y a justement des voies de recours. Et lorsqu'on fait des recours devant la Cour constitutionnelle, c'est une forme de contestation. Et les contestations sont vraiment encadrées par la loi. Et je crois que c'est c'est légitime pour chaque acteur qui estime que tout ce qui a été fait n'a pas été fait dans l'optique de la transparence, où ses intérêts ont été violés, où ses voix ont été dérobées. Je crois que les acteurs sont libres en fait de contester les élections ou de contester carrément les résultats de ces processus-là. Mais aujourd'hui, privilégier les dialogues éviterait à ce que certaines choses qui peuvent surgir, au lieu d'aller contester, vaut mieux prévenir. Je crois que ça serait sage. Mais aussi, on ne peut pas aujourd'hui forcer tous les acteurs. On a vu dans ce pays des acteurs qui sont restés en retrait du processus électoral. Mais après tout, ça a toujours pris de l'envol parce que ceux qui restent en retrait, ils ne parviennent pas à arrêter la machine. La machine est déjà en marche. Il y a des acteurs qui vont justement y aller. Et pourquoi attendre à faire une revendication dès lors qu'il y a une petite fenêtre qui est ouverte pour l'exprimer? Je crois qu'il serait sage d'aller de cette manière. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito pense que c'est difficile de tenir les élections dans le délai. C'est votre avis? C'est mon avis. Au regard de réalité actuelle. Au regard de réalité, je crois que c'est mon avis. Mais je ne veux pas être le prophète des malheurs. Je veux préférer rester positif, mais je crois qu'il y a beaucoup d'indices aujourd'hui qui montrent que la tenue des élections dans les délais ne serait pas possible. Ou carrément, si ça se tenait dans les délais, ça serait des élections bâclées. Exemple? L'exemple, c'est d'abord les préalables que la Commission électorale nationale indépendante avait posés. Ce sont des préalables du genre, par exemple, sécuritaire. Il y a des coins aujourd'hui qui sont totalement occupés par les forces négatives, ou carrément dans l'Est, où la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais, par l'entremise du M23. Et aujourd'hui, on ne va pas dire que toutes ces zones-là, moi je reviens de Goma, j'ai vu plusieurs personnes qui ont quitté Okuturu, qui vivent à Kanyurichinya ou qui vivent à Nyiragongo, dans les alentours de Goma. Et toutes ces personnes-là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez organiser les élections là-bas alors qu'ils n'ont pas réussi à se faire un relais. Et comment on va faire avec toutes ces personnes? Ou bien on va s'entêter à organiser les élections dans ces conditions où il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas voter justement parce qu'il y a une situation sécuritaire non rassurante ou instable. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'indices aujourd'hui qui parviennent à me convaincre que la tenue du processus électoral dans les délais va se faire à un prix d'organiser les élections bâclées. Ça, c'est ce qui doit se faire. Donc, vous estimez aujourd'hui que s'il y a élections organisées, c'est que ce seront des élections bâclées? Justement, je l'ai épinglé il y a peu. Pourquoi? Je l'ai dit parce que d'abord, le président Tshisekedi n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Je sais pas si c'est quelque chose que je dois lui reprocher. Il n'a pas fait vraiment d'efforts pour travailler, peser de son pouvoir politique afin que les réformes qui devraient être faites au niveau du Parlement soient des réformes de nature à conforter la démocratie, à permettre à ce que le processus électoral ne soit pas une confiscation ou taillé sur mesure de ceux qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se constituer des plateformes politiques et arriver justement à bloquer la machine. On a vu, par exemple, avec la question du SEI, on a vu le président Tshisekedi être vraiment critique sur toutes ces questions-là. Mais aujourd'hui, les voir revenir sur hériter d'un processus électoral qui porte les germes conflictogènes, je crois qu'il prend beaucoup de risques. Voilà, aujourd'hui, la question de la tenue des élections continue à brûler franchement sur toutes les lèvres. Et comme vous le dites,
il y a ces risques-là de ne pas organiser les élections dans le délai, comme Mouzito l'a dit. Mais Mouzito a évoqué, lui, la question financière et non la question sécuritaire, comme vous l'évoquez tout à l'heure. Mais aussi cet aspect des choses, certains opposants, le cas de l'ancien collaborateur du président de la République, qui est jusqu'aujourd'hui en prison et qui n'a pas vu son parti être aligné sur la liste des partis devant participer à ces processus électoraux. Je parle ici de Jean-Marc Kabound à Kabound. Et ils tiennent mordicus. Ils pensent que sans processus électoral, sans plutôt fichier électoral fiable, il n'est plus question d'aller aux élections. Je crois que ça, c'est aussi une autre préoccupation qui s'ajoute encore à ces processus. C'est la question des opposants qui sont arrêtés dans des procédures qui questionnent, qui posent beaucoup de questions, notamment des opposants qui ont été pris dans des procédures dont on ne comprend pas vraiment. Et je m'abstiens bien évidemment de faire des commentaires sur les dossiers qui sont en fait en instruction, mais je préfère qu'on soit plus regardant sur la question, est-ce que ces opposants n'ont pas été pris pour leur position tranchée sur le pouvoir? Je crois que ça aussi, ça questionne. Mais bien que je ne suis pas en fait d'accord avec une opposition qui excelle dans l'insulte, qui excelle dans les dénigrements ou qui excelle dans les dénigrements du pouvoir ou dans les bashings exagérés. Moi, je me dis, aujourd'hui, les débats démocratiques n'ont pas besoin d'insultes. Les besoins démocratiques ont besoin que les gens soient civilisés, qu'ils viennent, qu'ils expriment leur point de vue. Mais s'il y a deux personnes, là, en fait, je ne suis pas en train de parler de ces personnes qui se seraient données en fait, à un jeu non démocratique. Mais en fait, pour revenir à la préoccupation de Jean-Marc Kabound, je crois que c'est un acteur politique, il exprime son opinion, mais sur cette question du fichier électoral, je crois que l'opposition devrait être réaliste et accepter en fait d'aller de l'avant et mettre en place des stratégies pour contrer la tricherie. Jean-Marc Kabound dit par exemple qu'ils ne peuvent pas déposer les dossiers de candidature aussi longtemps que les fichiers n'ont pas été audités par un organisme indépendant. Il y a un problème déjà. Ça, il faut l'admettre, il y a un problème. Je crois que la commission électorale a essayé en fait de le résoudre et là, ça ne donne pas en fait de résultats. Le problème, c'est que, comme je le disais tantôt, la commission électorale ne rassure pas tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, même si on revoyait ces fichiers électoraux, je suis vraiment sûr qu'il y aura en fait une autre préoccupation que l'opposition peut aujourd'hui soulever encore. Comme on voit par exemple la revendication en cours, c'est qu'il faut refaire la commission électorale, il faut faire la cour constitutionnelle. Donc je crois qu'il y a un problème très complexe autour du processus électoral et il faudrait que les acteurs politiques puissent privilégier un dialogue sur la question pour décanter les blocages qu'il y a et puis aller de l'avant. Réaction de la CENI en fin de compte. Les préalables ont été posés. Il a eu le temps d'écouter en fait les opposants, notamment Fayoulou, Moïse Katumbi par les biais de son secrétaire général, Délice Sanga, ainsi qu'Augustin Matata Pogno. Fichier électoral, l'obligation, il faut que ce soit audité par des experts ou un cabinet indépendant. Et la réaction, vous la connaissez, et il dit que c'est illégal. En fait, c'est illogique, en fait, aujourd'hui, que l'on parle de l'audit, d'un nouvel audit du fichier électoral. Est-ce que cette réaction de la CENI rassure vraiment? Je crois que c'est l'habitude. On est déjà habitué à extérioriser les processus électoraux. Il faut que la MONUSCO contribue, il faut que l'organisation de la francophonie puisse auditer le fichier électoral. Après tout, je crois que l'opposition n'a pas confiance dans le processus électoral. Et c'est ce qui exprime en fait cette envie de dire, bon, il faut toujours faire appel à l'extérieur pour rassurer le processus électoral, pour tout ce qu'ils sont en train d'exprimer. Mais je crois que ce que le président de la commission électorale dit, ce n'est pas totalement faux, qu'il n'y a pas en fait une exigence
qui impose à la commission électorale l'audit du fichier électoral par une institution étrangère. Ça n'existe pas. Mais en fait, juste dans l'optique d'un exercice de transparence et pour rassurer tout le monde, je crois que la commission électorale a fait un pas, mais ça ne rassure pas l'opposition. Et l'opposition, comme Fayou le dit, qui ne va pas déposer ils vont pas déposer plutôt leur candidature aussi longtemps que ces fichiers n'est pas réaudité. C'est pour cela que je reviens à dire qu'il faut que les acteurs se parlent. Les acteurs doivent se parler. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Pour justement arriver en fait à décanter la question. Décanter la question du fichier électoral qui est problématique. L'opposition en fait pense que le fichier est problématique et aussi décanter toutes les questions que l'opposition se pose. À votre avis, il faut que l'on organise un nouveau dialogue entre les parties prenantes ou vous proposez quoi exactement pour que finalement qu'en décembre 2023 qu'il y ait élection? Et élection apaisée, inclusive et transparente. Oui, je crois que le dialogue, il faut trouver les formats. Il faut trouver les formats. Ce n'est pas un dialogue politique, je l'insiste bien. Mais je crois qu'il faut continuer parce que les premières discussions n'ont pas donné d'issue. Il faudra voir comment, en fait, on va justement rassurer tous les acteurs autour du processus électoral. Mais là aussi, il faut voir si l'opposition est vraiment soucieuse de participer à un processus où on rassure ses intérêts, où on rassure les intérêts de la République. Parce qu'aujourd'hui, ici, il faut dire, par exemple, il faudra que le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, puisse prendre les leads d'une certaine initiative pour rassurer tous les acteurs. Je vois encore l'opposition rétorquer cette offre. Mais après tout, on est dans un jeu, après tout, on est dans un jeu politique où les acteurs montent les enchères et continuent à se garder dans l'actualité pour que lorsqu'on se rapproche du processus électoral, lorsqu'ils n'auront pas à obtenir gain de cause au processus électoral, qu'ils puissent peut-être se rabattre sur ce discours propagandiste. Mais est-ce que vous n'avez... remettre en cause le processus, même si, de toute évidence, il se pourrait qu'ils puissent... perdre. Je ne dis pas qu'ils vont perdre, mais il se pourrait. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur plutôt que ces processus électoraux puissent mal tourner dans la mesure où, d'une part, c'est le FCC qui maintient sa position de ne pas aller aux élections au regard de ses préalables posés, et d'autre part, c'est cette autre position avec Fayoulou notamment qui se rébuffe pour dire, en fait, parce que il n'y a pas audit du fichier électoral par un organisme externe ou indépendant. Nous n'allons pas déposer les dossiers de candidature. Et par conséquent, nous ne participons pas aux élections, c'est clair. Alors, qui ira aux élections? Je crois que d'abord... Pour quel type de processus? Et pour quel type de résultats? Je crois que ça va jeter les discrédits sur le processus électoral parce qu'il faut le rappeler. Martin Fayoulou n'est pas... c'est un candidat qui était sorti deuxième au processus électoral de 2018. Chose qu'il n'accepte pas jusqu'à aujourd'hui. Qu'il n'accepte pas, ouais. On comprend. Et aussi d'autres acteurs comme le FCC qui ont également réussi à se hisser au Parlement lors des élections chaotiques de 2018. Et ils ont également des revendications. Le résultat est que ça va jeter les discrédits sur le processus électoral, même si les pouvoirs pourraient en fait s'entêter à les organiser sans eux, mais on sait tous que ça va jeter justement un discrédit sur le processus électoral. La question la plus importante, ou ce qu'il faut faire à ce stade, c'est revoir absolument, plutôt rassurer les acteurs autour d'un dialogue qui va justement déboucher à ce que les acteurs puissent se regarder et puis que cela puisse renforcer la confiance des acteurs dans la commission électorale. Mais déjà devant ces poulains, Joseph Kabila a dit clairement qu'il faut opposer une résistance à cette dérive dictatoriale parlant du processus électoral. Bon, après tout, c'est un discours politique. C'est comme je l'ai dit, on est dans un jeu purement politique où les acteurs montent les enchères. Ils veulent rester dans l'actualité. Ils veulent aujourd'hui faire exister des mythes qui n'existent pas. Et du coup, au final, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des personnes en retrait et continuer de revendications. Et le plus important aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, j'insiste sur les dialogues. Et il faudra que le processus électoral rassure tous les acteurs pour qu'enfin qu'on ait des élections
qui soit en mesure de se tenir et que les Congolais soient en mesure de se regarder dans les yeux et dire, voilà, on tourne la page, on attend les processus de 2028, si jamais les élections auraient lieu en 2023. 3 dernières minutes dans ces magazines. À Nicolas Mbia, de la lucha, mais qui parle pratiquement un discours qui n'est pas tout à fait ancré dans la vision de la lucha. Comment vous expliquez cela dans 30 secondes? Bon, les discours que je tiens, ce sont mes opinions et je les assume, c'est sûr. Et je tiens aussi à dire, aujourd'hui, la question électorale n'a pas vraiment réussi à faire débat pour qu'on ait une position commune. Je crois qu'on va continuer à discuter, on va avoir une task force qui va réfléchir sur la question électorale et on va réussir à avoir notre agenda à nous en tant que mouvement citoyen et puis on pourra l'exprimer officiellement. Croyez-vous au report des élections? Il y a beaucoup d'indices qui montrent que les élections pourraient être reportées, mais l'idéal, c'est de dire il aurait fallu que les acteurs travaillent en avance pour éviter tout ceci. Mais je crois que la défaillance est totale, que ce soit du côté de la société civile ou de l'opposition ou même du pouvoir. On n'a pas vraiment réussi à travailler bien avant pour garantir à la République des élections qui soient en mesure de se tenir dans les délais et qui soient des élections transparentes, libres, apaisées et démocratiques. Et ça, en fait, on est tous responsables d'une manière ou d'une autre de ce qui arrive à la République parce qu'on a peut-être perdu beaucoup de temps dans des revendications qui ne valaient pas la peine, alors qu'il fallait justement se donner corps et âme pour que les élections se tiennent dans les délais. Mais la responsabilité incombe plus au pouvoir. Si jamais les élections ne se tenaient pas, un pouvoir socialiste et démocratique, un régime socialiste et démocratique qui était dans l'opposition autrefois et qui arrive au pouvoir et qui ne parvient pas à tenir les élections dans les délais, ça serait un scandale. Quelle suite vous réservez plutôt au processus électoral en RDC? Je préfère rester positif pour le processus électoral en RDC parce que c'est l'unique moyen pour nous de choisir nos dirigeants. Et je préfère rester vraiment positif, mais très vigilant et très réservé, très prudent aussi sur tout ce qui se fait parce que ça rebondit dans tous les sens et les politiciens ou la classe politique congolaise, elle est vraiment imprévisible. Ceux qui clament aujourd'hui, déjà vous voyez la dislocation qu'il y a entre les blocs de l'opposition. Il y a Moïse Katumbi qui a son point de vue, il y a Martin Fayulu qui a son point de vue. Donc ça peut rebondir à tout moment. Il faut rester très prudent et être vraiment exigeant vis-à-vis de tous les acteurs qui pourraient saper les processus électoraux. Ça va être les derniers mots pour ces magazines. Nicolas Mbia, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce magazine. Merci beaucoup Marc de m'avoir invité. Plateau électoral, ça n'est fini pour ce numéro. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de nous contacter. Prenez nos contacts et venez participer à ces plateaux électoraux pour devoir échanger avec l'opinion, pour devoir échanger avec nous sur les questions liées à ces processus prévus pour 2023, décembre déjà, les élections générales. Madame, messieurs, nous vous fixons un prochain rendez-vous très prochainement. Sinon, retenez que sans être frères des sangs, devenons frères des cœurs. C'est la moindre des choses à faire. Au revoir et à très bientôt. Vous êtes candidat aux prochaines élections? Venez et vendez votre image au rendez-vous électoral. Candidat président de la République, sénateurs, gouverneurs, députés nationaux et provinciaux, maires des villes et bourgmestres, venez nous dire pourquoi compter sur vous. Rendez-vous électoral, rendez-vous des débats, rendez-vous d'analyse avec les experts sur la question électorale. Rendez-vous électoral, venez et convainquez votre électorat sur C24+.